Amiroliste, bonjour. Aujourd'hui, je voulais présenter un monument, en fait, un vrai monument du jeu de rôle. Euh, un univers fantastique, un vrai chef-d'œuvre pour moi. Je veux vous parler de RunQuest. Alors, vous allez me dire, oui, RunQuest est déjà sorti il y a quelques années. Il est sorti en 2018 chez Chaosium. Il faut dire que RunQuest a eu comment dire, une édition un peu chaotique, hein. Il est sorti plusieurs fois de chez Chaosium pour aller chez d'autres éditeurs. Et là, il est revenu dans le giron de la boîte de Monsieur Stafford. Et ils nous ont fourni une nouvelle édition absolument magnifique. Alors, pourquoi en parler maintenant? Tout simplement parce que j'en profite que on va avoir dans les prochains mois, hein, ça va aller jusque 2024 et au-delà, hein, de nouveaux ouvrages en fait sur tout ce qui est la mythologie glorantienne. Donc on a les premiers qui arrivent, le premier arrive au mois de juillet, le deuxième au mois d'août, le troisième au mois d'octobre, et après le reste viendra en 2024. Mais ça, j'en parlerai un peu après. Enfin, pour ça que je profite un peu de vous présenter RunQuest et sa gamme. Alors, on va déjà faire un petit peu d'historique rapide, hein, je ne vais pas vous assommer avec les différentes versions. Donc moi, RunQuest, en fait, je l'ai connu à l'époque avec cette version, alors qui a été éditée, alors celle-là, elle date de... je ne sais même plus de quand elle date, celle-là. C'est plus nous... Ouais. Ouais, celle-là, elle doit dater de 80, 1980. Donc en fait, euh, comment dire, une édition, il n'y avait quasiment pas le monde hein, dedans, hein. C'était ce qui a été mon premier contact avec RunQuest. Le deuxième a été, en fait, avec les différents livres de la version d'Avalon Hill, mais enfin, je vous dis la version d'Avalon Hill, mais en fait, c'est pas la version d'Avalon Hill que je vais vous montrer, parce que celle-là, je ne l'ai pas. C'est la version, en fait, c'est le pendant, de chez Games Workshop de la version Avalon Hill. En fait, donc ils avaient découpé RunQuest en RunQuest, en Advanced RunQuest, et dans un Monster. Ça vous doit vous rappeler quelque chose, ce genre de présentation, à mon avis. Euh, voilà. Alors, cette édition avait la particularité de ne pas se passer dans Gloranta, hein. D'ailleurs, en fait, nous avions Land of Ninja, hein, parce on était dans une Europe et donc une partie du Japon également, un peu une Europe fantastique, mais en fait le monde de Gloranta, lui, était complètement, n'avait absolument pas, n'était pas du tout d'actualité dans cette édition. D'ailleurs, en fait, cela rappellera peut-être des souvenirs à certains, car le Land of Ninja de Games Workshop, le pendant chez Avalon Hill, c'était la boîte en fait qui s'appelait la boîte éponyme Land of Ninja également. Donc voilà. D'ailleurs en fait, si on regarde bien sur la boîte de Land of Ninja, donc la boîte d'Avalon Hill, là on a RunQuest Earth, donc effectivement RunQuest sur la Terre et non pas sur Gloranta. Voilà, ça c'était un petit peu... Ah oui, si. Et enfin, l'édition qui est arrivée, qui a fait connaître RunQuest en France, c'est l'édition d'Oriflamme, avec, c'était vraiment une magnifique édition, hein, avec des suppléments qui étaient fantastiques, une excellente traduction. Moi, j'adorais cette version également. Donc, enfin, c'était ma version de référence depuis très longtemps, jusqu'à ce que RunQuest Gloranta sorte. Voilà, donc en fait je suis là pour vous parler de RunQuest Gloranta. Donc ce qu'on va faire déjà, je vais déjà vous parler un peu de la forme de ce bouquin. Alors voilà, RunQuest, en fait, dans sa nouvelle mouture, sa nouvelle édition de 2018. Alors vous allez déjà tout de suite voir que je vous présente, c'est la version anglaise que je vous présente, à savoir que la version française est d'excellente facture et reprend en fait tout ce qu'on a dans la version anglaise. La traduction est très bonne, la maquette est la même, donc là vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous dirai à la fin pourquoi j'ai pris cette VO et que j'ai pas la VF. Bien, en fait, RunQuest nous vient effectivement dans un superbe bouquin, hein. Il fait il fait 445 pages, index compris. Mais surtout, en fait, tout de suite, ce qu'on remarque, en fait, c'est cette maquette qui est très aérée,
qui est avec, j'aime beaucoup les encarts, j'aime beaucoup les, vous voyez, ces liserés, tout ça contribue à les tableaux, la forme des tableaux est vraiment magnifique. On se retrouve avec des illustrations, alors là nous avons les superbes illustrations d'Olivier Sanfilippo, un maître cartographe, si je dois dire, car il nous a proposé des cartes absolument pour Gloranta, absolument de toute beauté. On voit donc les illustrations, vous voyez, dans cette édition, on a des influences indiennes un peu, mais pas que. En fait, les illustrateurs ont réussi, en fait, dans RunQuest, dans cette édition, à dessiner une mythologie, hein, parce que c'est un monde magique, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, une mythologie vraiment propre à une représentation. On a vraiment l'impression d'être face à une mythologie ancienne, une mythologie antique, et qu'on ne connaît pas, c'est vraiment à part, ça pose tout de suite son bouquin. Hein, donc moi, ce que je regrette un petit peu, c'est comment dire, donc c'est du papier glacé comme d'habitude, enfin, bon, ça je vais pas vous refaire le coup à chaque fois. Par contre l'épaisseur, c'est un peu léger, pour moi le papier est un peu léger. Mis à part ça, c'est vraiment du tout bon, hein. Nous avons en fait c'est vraiment très chouette, hein. La maquette est vraiment magnifique, hein. Les différents dessins, vous voyez, encore une carte superbe, et voilà. Donc voilà, ça donne une impression de cohérence, de lisibilité. Donc pour moi, au niveau de la forme, là, il n'y a absolument rien à dire. C'est vraiment du superbe travail. Alors, sur le fond, là, on se retrouve dans une édition, c'est sans doute peut-être la première édition qui intègre autant le monde de Gloranta, enfin, le monde de Gloranta, en fait, la passe du dragon, surtout, hein. Parce que, enfin, vous allez voir, pourquoi. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dès la création du personnage, donc, l'origine classique, ils ont enfin, vous allez choisir son origine, uniquement dans la passe du dragon. C'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher, d'ailleurs, en fait, parce que il est hors de question de créer des personnages en dehors de la passe du dragon. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont des caractéristiques différentes, non, non. C'est parce que tout est vraiment ancré ici, et les personnages doivent être ancrés dans cet endroit-là, parce qu'ils ont repris, en fait, un peu le système de création de Pendragon, ou de Paladin, où l'on tire, en tirant le personnage, avant de tirer le personnage pour lui, on va tirer son histoire familiale. Donc, quand est-ce que le grand-père, à quelle bataille il a participé, les parents, est-ce qu'ils ont affronté les Lunars, est-ce qu'ils étaient plutôt du côté des Lunars, etc., etc. Et ça vous donne tout de suite une couleur, quelque chose pour intégrer votre personnage directement dans la passe du dragon. Alors, j'ai pris mes notes, hein, alors, le petit problème, effectivement, c'est que du coup, comme vous tirez des événements historiques pour votre, on va dire, votre famille, vos ancêtres, bien entendu, vous n'allez pas tirer l'historique de votre personnage s'il est issu de Lera, par exemple. Hein, nous sommes uniquement dans la passe du dragon. Donc, en fait, c'est un avantage et un désavantage. Ce que je pourrais dire, enfin, c'est surtout un gros avantage, hein, il faut pas déconner quand même, hein. À la limite, créer des personnages qui viennent de l'autre bout du monde, on peut aisément s'en passer. On est quand même... RunQuest a toujours été centré en fait sur la guerre des héros, et donc de la passe du dragon, cet endroit assez très particulier dans le monde de Gloranta. Alors bien sûr, c'est un monde où tout le monde a accès à la magie. Alors, pourquoi? Parce que le monde de Gloranta, enfin, le monde n'est pas une bête boule de roche qui tourne autour d'un soleil. Non, non. Tout le monde de Gloranta est un monde magique, en fait, hein. Je crois que je vous le montrerai tout à l'heure. C'est vraiment un monde magique. Là, on a toute la place des dieux, hein, toute la société a des relations avec les dieux, c'est pas simplement des entités... non, non, les dieux existent, les dieux sont là, les dieux participent à la vie de tous les jours. Donc là, on est vraiment dans un monde... Alors,
on serait, si on remettrait ça dans notre histoire à nous, on serait dans un monde antique, à l'âge du bronze, mais avec effectivement toute cette partie mythologique qui est vraiment présente. Donc vous voyez, vous êtes un peu dans un monde antique, mythologique. Ça, c'est pour en gros le fond de RunQuest, le fond de RunQuest. Oui, le thème central, c'est effectivement la relation étroite qu'ont les habitants de Gloranta avec les dieux. Hein. Ils ont, entre les dieux et les mortels, entre le mystique et le rationalisme. Donc là, nous avons toute cette dualité, cet échange qui se fait en permanence, en fait, dans le monde du Glorantien. Voilà. Et en fait, je pense que c'est avec la première, la première édition de ce jeu qui, dès le livre de base, présente en fait ce lien très fort entre le mystique et le mortel. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une nouveauté. Hein. Dans les autres, on n'avait pas vraiment ça, ou alors il fallait trouver ailleurs, un peu dans des suppléments. Mais là, on l'a le livre de base, et c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le fond? Oui, donc le système des grands-parents, je vous en avais parlé. Alors, en tirant, si vous ne connaissez pas la manière de tirer les personnages de Pendragon ou de Paladin, en fait, l'historique de vos ancêtres va vous faire développer à votre personnage des passions, des amours, des haines, effectivement, le grand-père s'est battu contre les Lunars, et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais vous avez pu développer une haine, ou le contraire, en fait, une passion pour un dieu, pourquoi pas. Alors, je mettrais quand même un petit bémol, ce qui est un peu dommage, c'est que toute cette histoire fait référence, en fait, à des événements historiques de Gloranta. Et ces événements historiques, dans le livre de base, ne sont pas décrits. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas vraiment le monde de Gloranta, bah, ça va être un peu... Vous n'aurez pas les références, en fait. Hein. La bataille de Boldum, par exemple, si vous n'avez pas la référence, vous ne savez pas de quoi on parle exactement. Et ça, c'est pas développé vraiment dans le livre de base, ce qui est un peu dommage, c'est développé dans un supplément, mais dans le livre de base, en tout cas, ça ne l'est pas. Alors c'est un peu dommage quand on a ça à la création du personnage, j'aurais aimé quand même avoir un petit peu plus de développement à ce niveau-là sur les événements historiques qui sont présentés à la création. Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, bah voilà, c'était à peu près tout. Je vais vous montrer un petit peu toute la partie, en fait, création de personnages, pour vous ayez un petit peu... Enfin, on va survoler ça, hein, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas passer à prendre des plombes, mais je vais vous en parler un petit peu. Alors voilà, donc là, on est sur la partie création des personnages, hein, avec toujours ces illustrations assez particulières, mais comme je vous dis, ça vous plonge effectivement dans un univers, en fait, qui n'est pas le nôtre. Et ça renforce vraiment ce monde magique. Donc là, nous avons toute la partie de création des aventuriers. Donc là, la première chose qu'on peut voir déjà, c'est qu'on peut créer en fait un aventurier dans Sartar, hein, donc dans le pays, dans Sartar, Esrolia, les Gracelands, Prax, le Tarche lunar et le vieux Tarche. Et en gros, c'est tout. Hein. Donc là, on va pas parler effectivement des autres nations. Vos personnages vont venir de là, et tout cela, en fait, se situe au sein de la passe du dragon. Donc, vous créez déjà, en fait, voilà. Et ce que je voulais vous montrer, mis à part, en fait, voilà, c'est ici, à partir de là, vous allez tirer l'historique de vos personnages. Donc en fait, tous les grands-parents en fait naissent en 1561, histoire de ne pas avoir une amplitude terrible sur les années. Et donc vous avez pour presque chaque année, enfin pas chaque année, là ça se passe 5 ans, là c'est l'année d'après, pour chaque grand événement, on va vous dire, bah voilà, il s'est passé ça, ça concerne les pays suivants, par exemple en 1597, ça concerne Esrolia, Graceland, le Lunar Tarche et le Sartar. Enfin, le Tarche lunar et le Sartar.
Donc là, on dit, en fait, qu'il y a des assassins lunars qui ont assassiné, en fait, des membres de la famille royale de Sartar et du pays saint. Et cela a déclenché des cycles de meurtre et de vengeance. Et là, vous allez tirer ce qui est arrivé, en fait, à vos grands-parents. Donc voilà, ça peut aller être une année normale en fait, hein, il est en train de labourer ses champs et il n'a pas participé aux événements. Ça peut aller jusqu'au, si vous en avez 20, hein, 20, il est mort avec une grande gloire. Et en fonction de si c'est un Tarshit lunar, vous voyez, votre famille va gagner en fait loyauté à l'Empereur Rouge. Sinon, en fait, par exemple, il est mort en défendant la famille royale de Sartar, et dans ce cas-là, il gagne loyauté en Sartois, en pays de Sartar, de la réputation et des petits bonus de skills. Voilà. Et ça, vous avez tout ça pour chaque année. Hein, donc, mais alors, vous voyez, vous avez la chute de Boldum, par exemple. La bataille du mur. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez en 1610 la rébellion Starbo, enfin la rébellion de Starbo. Mais ça, c'est le truc, c'est que si vous n'avez pas vraiment la référence, ça tombe à... Enfin, je ne vais pas dire à plat, hein, c'est pas vrai, parce que vous avez un petit peu une petite description, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur chacun de ces événements. Bon, c'est pas grave, hein, au contraire, c'est très très bien. Moi, j'adore en fait ce système de création. Hein, il donne tout de suite une couleur. Et donc, en fait, vous allez sur chaque événement. Après vos grands-parents, vous passez à vos parents jusqu'à vous. Hein, vous voyez, ça représente quand même une grosse partie en fait de la création des personnages. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi les affinités avec les runes. Oui, parce que ça, j'en parlerai après. Cette édition, en fait, est quand même l'édition où on a où les runes sont vraiment, vraiment là. Avant, c'était plus, je dirais presque, je vais me faire assassiner, mais je vais quand même dire ça, c'était plus un élément de décor hein, dans les règles. Là, on a vraiment les runes qui sont vraiment associées à votre personnage, et c'est pas une option. Hein. Comme je vous dis, c'est un monde magique, il n'y a pas d'athée, hein, ça ne voudrait rien dire, c'est débile. Tous les personnages sont liés par ces runes et à ces dieux, et donc vous allez devoir choisir l'affinité avec les runes, ce qui va vous développer la psychologie de votre personnage. Et ça aussi, c'est vachement chouette, parce qu'une fois que vous avez terminé la création de votre personnage, vous avez effectivement un background, une psychologie, vous voyez déjà vers quoi votre personnage va se tendre. Donc voilà, vous devez déterminer, vous voyez, vous distribuez des points, vous allez tirer les caractéristiques. Alors les caractéristiques, c'est des caractéristiques classiques de RunQuest, hein, d'ailleurs en fait, voilà, un peu classique de la plupart des jeux. Hein. On a la force, la constitution, la taille, la dextérité, l'intelligence, le pouvoir et le charisme. Tous ceux qui sont, qui connaissent le BRP de Chaosium ne vont pas être perdus parce qu'en fait, c'est les mêmes caractères. Hein. C'est le même système. Avec des différences, mais on y viendra après. Voilà, donc vous avez des talents, etc., etc. L'occupation, hein, donc c'est pas vraiment des classes, hein, c'est plutôt des métiers. Hein. Et vous pouvez être paysan, vous pouvez être pêcheur, vous pouvez être soigneur, etc., etc. Vous avez un tas d'occupations comme ça. Et vous avez le culte à la fin, pourquoi? Parce que les cultes, comme je dis, comme j'insiste depuis le début, les cultes, c'est pas une option, en fait, hein, dans le monde de Gloranta. Les cultes sont omniprésents. C'est vraiment un... imaginez effectivement à la période antique, en fait, les cultes du soleil, les cultes, ils sont dans la vie des gens, ils sont dans la vie de tous les jours. Et les dieux sont présents là, ils sont présents tous les jours. Voilà. D'ailleurs, en fait, il y a la fameuse lune rouge que l'on voit, qui est la déesse rouge, en fait, hein, qui est une déesse. Alors, c'est pas simplement une lune, on a dit c'est une déesse, hein, comme les Romains ont dit Mars, c'était le dieu de la guerre. Non, non. Là, c'est vraiment une déesse. Donc voilà, donc vous voyez, il prend quand même pas mal de place dans le bouquin, en fait, au niveau de
la création de votre personnage. En sachant que vous avez alors, il y a quelques aventuriers pré-tirés, si vous les utilisez. Bon. Et vous avez un encart, en fait, qui va se répartir, en fait, qui va vous accompagner sur toute la lecture du bouquin, qui est la saga de Vassana, qui on va vous expliquer depuis la création de son personnage jusqu'à l'explication des règles à travers en fait ce personnage qui donne quand même une couleur et vous donne quelques éléments au background quand même très intéressants. Donc voilà, ça c'est un peu pour la présentation de la création du perso. Alors, je vais vous parler un peu du système. Alors là, le système, en fait, n'a quasiment pas changé depuis les toutes premières éditions de RunQuest. Hein. On est dans le BRP de Chaosium pur et dur. Je trouve... Alors, on va même retrouver la table de résistance qui a été abandonnée dans Call of Cthulhu. Donc là, on est vraiment dans du BRP pur et dur. Cette édition-là ne dépoussière absolument pas le système. Je trouve ça un peu dommage. C'était peut-être une occasion quand même de déboussiérer ce système qui, à mon sens, est un peu lourd. Je vous expliquerai, enfin, je vous dirai mon avis après. On va me lancer des tomates. Mais bon, c'est mon avis. En tout cas, on va retrouver exactement, donc c'est un système de pourcentage, hein, c'est un système BRP, avec des réussites critiques, des réussites spéciales, qu'est-ce qu'il y a d'autre, réussites critiques, réussites spéciales, les réussites, et les fumbles, les échecs critiques. Donc là, on va retrouver exactement ce qu'on avait avant. Hein, donc ça, c'est du BRP, du classique pur et dur. Par contre, il y a quand même deux mécanismes que je dois dire qui sont très intéressants. Enfin, deux mécanismes. Il y a plusieurs mécanismes qui sont très intéressants, dont la magie, mais ça, j'y reviendrai après. Là, on est au niveau de l'inspiration. Vous pouvez être inspiré par une rune. Comme je disais au départ, votre personnage va devoir tirer une affinité avec des runes. Et vous pouvez être inspiré par une rune, par le dieu rattaché à cette rune. Et une fois par scène, vous allez pouvoir faire un jet d'inspiration. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est comme vous voulez. Et une réussite, en fait, va pouvoir aller d'un plus 20 à un plus 50, hein, si vous faites un coup critique, un plus 50%, hein, on est bien d'accord, je ne me trompe pas. Oui, c'est même plus, en cas critique, c'est plus 50% qui va vous donner ce bonus à votre compétence pour toute la scène. Et donc, du coup, ça peut être sur une compétence de combat. Donc, vous faites un critique là-dessus, vous avez plus 50 à vos attaques et à vos défenses pour toute la scène de combat. C'est énorme. Et tout ça, ça vient de l'inspiration. L'inspiration peut être alors liée à une rune, comme je viens de vous expliquer, mais elle peut être liée à une passion, une haine, un amour, exactement ce que je vous avais dit tout à l'heure à la création du personnage, avec vos grands-parents qui vont faire que vous développez ces différentes passions. Alors, il y a un pendant à ça, hein, parce que si vous échouez, en fait, vous allez avoir un malus, quoi, hein. Donc, à utiliser en connaissance de cause, on va dire. En tout cas, ça, c'est un ajout, qui est bienvenu. Moi, j'aime beaucoup l'inspiration par rapport aux runes, parce que là, on est vraiment dans RunQuest. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire un peu pour le système d'une manière générale. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Système de RunQuest, BRP pur et dur, avec 2-3 adaptations, mais c'est le système BRP pur et dur. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure, hein, on va rester dans le système, et plus particulièrement sur le combat. Je vous avais dit tout à l'heure que je regrette un peu que Chaosium n'ait pas profité de cette édition pour dépoussiérer son système. Alors, en disant ça, effectivement, je sais que je ne veux pas attirer que des sympathies. Mais pour moi, le système de RunQuest a toujours été, et est toujours, en fait, un des systèmes les plus lourds au niveau du jeu de rôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous devez faire une attaque, alors une attaque, une défense, ok, donc 2 jets de dés, en sachant que les combats peuvent durer très longtemps si les personnages ont des caractéristiques élevées en combat. Hein, quand vous commencez à avoir 99 d'attaque et de défense, pour passer, il va falloir faire une réussite spéciale, alors que l'autre ne fait qu'une réussite normale. Déjà, ça peut durer très longtemps.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a donc un attaque, un défense, un jet pour les dégâts, un jet pour la localisation. Rien que ça fait déjà pas mal. Après, on rajoute aux dégâts sur les armes, on rajoute les attaques spéciales, on rajoute les critiques, que ce soit offensivement ou défensivement. Ça fait beaucoup de jets de dés, je trouve, pour un système qu'on pourrait dire moderne. Pour moi, c'est un des jeux les plus lourds au niveau du système de combat. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'on aurait pu profiter de cette version pour un peu fluidifier la chose. Ça, ah oui, en plus, bien sûr, je n'ai pas parlé des strike rank, que ça soit pour le combat ou la magie qui va s'intégrer dedans. Donc on va se retrouver très vite avec quand même pas mal de paramètres et pas mal de jets de dés à faire. Et ça, je trouve ça un peu dommage à ce niveau-là. Alors, un deuxième point sur le combat, mais là, ça va être un peu mon avis personnel, en fait, sur la chose. C'est que RunQuest, en fait, je vais pas dire une surprise, hein, je vais pas faire un scoop. RunQuest a un système de combat hyper mortel. Hein, si on prend un exemple, donc le jeu est réaliste, hein, c'est pour ça qu'il est hyper mortel. Alors, il y a des jeux hyper mortels qui me dérangent pas. Et je vais vous dire pourquoi, quelque part, celui-là, il me dérange un petit peu quand même. Voilà. Les personnages, en fait, dans RunQuest, on joue à l'époque de la guerre des héros. Et pour moi, les personnages de RunQuest, alors je me fais peut-être un film, hein, mais pour moi, un personnage joueur doit être un héros digne d'Homère, ou en tout cas va tendre vers cet objectif. Il va participer à la guerre des héros, il va être aux côtés de Dieu, hein, carrément, participer à des batailles épiques, etc., etc. Ça, c'est très bien. Et à côté de ça, on nous a fait un système, en fait, très létal. Alors, on va me dire, oui, mais Fred, c'est normal. Essaye d'éviter le combat, tu verras, RunQuest, on ne tire pas l'arme comme ça, etc. Ouais, je suis d'accord, sauf que dans un jeu qu'on appelle la guerre des héros, à un moment donné, on va quand même tirer le glaive. Hein. Et là, ça peut mal se finir et ça risque plutôt de terminer, votre paysan va terminer en rondelle de saucisson plutôt qu'en Achille devant les portes de Troie. Hein. Donc, bon. Voilà. Donc, à ce niveau-là, moi, c'est un peu dommage, c'est un peu hors propos, hein, je trouve, par rapport au sujet. Alors, comme je disais, hein, je me fais peut-être un film. Alors, je vais quand même illustrer mon propos. Hein. Donc, je m'étais fait un exemple à un moment donné pour voir. Un personnage a un nombre de points de vie qui est modifié par sa taille et son pouvoir. Donc, il va avoir entre 9 et 12 points, en gros, de points de vie. Peut-être un peu plus, donc 14 points de vie, on va dire. 14 points de vie, qu'est-ce que c'est? À RunQuest, on a des points de vie dans les membres. Hein. On a des points de vie dans chaque jambe, dans l'abdomen, dans la poitrine, dans la tête, dans les bras, etc. Donc ça va nous faire en moyenne 5 points, on va dire, hein, 5 points dans les jambes, 5 points dans l'abdomen, 6 dans la poitrine, 4 dans chaque bras, 5 points dans la tête. Quand on tombe à 0 points de vie en général, hein, donc j'avais dit 14 points de vie général, on est mort à la fin du round. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair, c'est net, à moins d'être sauvé par de la magie, par autre chose, par un soigneur, par un médecin, par je ne sais quoi. Mais à la fin du round, sinon, sans soin, vous êtes mort. Pas de jet de sauvegarde contre la mort ou ce genre de choses. Nada. Mort, c'est mort. Une épée normale, elle fait un D8 plus 1 de dégâts. On additionne à ça le bonus, en fait, de dégâts. En général, pour un guerrier moyen, ça va être un D4. Donc, une attaque qui touche, elle fait en moyenne 8 points de dégâts. On met en parallèle par rapport aux 14. Hein. Alors, bien sûr, en sachant que sur un succès spécial, on double les dés, et sur un critique, en fait, on double les dés, mais en plus, on ignore armure. Ah, c'est un carnage, il faut être très clair. Parce qu'une armure de cuir, par exemple, elle va stopper 3 points de dégâts. Donc, si on tombe à 0 dans un membre, ce dernier est utilisable. Si on tombe dans la tête, si les points de vie de la tête tombent à 0, on meurt en 5 minutes. Et si on prend 3 fois les dégâts dans un membre, celui-ci est coupé. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur mon exemple, en moyenne, un personnage va prendre 5 points de dégâts à chaque attaque qui touche. Ça peut vite tourner au carnage. Il va bien falloir réfléchir quand on sort l'épée. Hein. C'est un choix de design.
un système réaliste, comme je disais. Moi, ça ne me pose pas de problème, mais je le trouve un peu hors de propos par rapport à la guerre des héros. Je le trouve justement un peu pas trop létal, en fait, hein, trop létal. Il y a toutes les chances que votre personnage n'arrive pas à la guerre des héros. Il sera mort avant, quoi. Voilà. Alors, il y a quand même une possibilité. Dans les règles, il y a deux possibilités quand les skills de combat arrivent à plus de 100%. Celui qui a le plus de pourcentage au lieu de 100 va affliger à tout le monde, et à lui y compris, tout le pourcentage qu'il a au-dessus de 100. Donc admettons que vous ayez 120, 130, alors en sachant que l'inspiration, ça compte dedans. Hein. C'est là que c'est important quand même. Hein. Admettons que vous montez à 120 d'attaque. Vous allez vous affliger 20%, hein, donc parce que 120 moins 100, à vous et à tous les autres. Donc par exemple, quelqu'un qui a que 80, vous aviez 120, et ben vous allez l'attaquer à 100, et lui va défendre à 60, ou attaquer à 60. Ça, c'est la première solution dans les skills à 100. La deuxième solution, c'est de répartir en deux attaques, à condition que chaque attaque soit supérieure à 50 ou plus. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez répartir en deux attaques quand vous êtes au moins à 100. Et quand vous êtes encore plus haut, je crois que vous pouvez faire 3 ou 4 attaques. Enfin bon, vraiment très très haut. Voilà, alors ça c'est un peu les pourcentages qui peuvent vous donner effectivement le truc. Là on est dans du... effectivement, là, vous n'êtes pas du super-héros, mais vous êtes un demi-dieu quand il va affronter, effectivement, le Pékin lambda. Sauf que, à ce niveau-là, vous allez également affronter des demi-dieux, et là, ça va être moins facile. Bon, voilà. Ça, c'est un peu pour le combat en général, et ce que je voulais un peu souligner. Alors, je comprends très bien qu'on ne puisse pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est mon ressenti personnel, et c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été comme ça dans RunQuest. C'est un petit peu le décalage que je trouve. Maintenant, je vais aborder le système de magie, qui, lui, est vraiment très, très intéressant. Alors maintenant, j'aborde le point de vue de la magie. Dans Gloranta, dans RunQuest Gloranta, il y a 3 types de magie. On a la magie runique, associée aux divinités, la magie des esprits, associée aux esprits, et la sorcellerie. Alors déjà, je vais déjà vous parler de la magie runique, qui est pour moi une des plus importantes. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est liée directement aux divinités. Si vous êtes initié d'un culte, en fait, vous allez avoir accès à tous les sortilèges de magie runique. Ça me dérange peut-être même un petit peu de parler de sortilège, ça fait trop sortilège utilitaire, vous voyez, parce qu'en fait, la magie runique, c'est pas ça. Alors bien sûr, vous avez des sortilèges utilitaires, mais surtout, en fait, c'est la relation avec les dieux qui a été vachement bien développée et qui est très, très intéressante. Hein. Plus la magie runique est utilisée, plus les dieux interviennent. Hein. Il y a un lien entre les dieux et la magie. L'utilisateur, en fait, effectivement, de la magie runique imite les actes de la divinité et participe ainsi, en fait, à la puissance de cette divinité de par ses actions. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, enfin, pour la magie runique, on va être amené à sacrifier des êtres vivants, à sacrifier des objets, à certains moments qui vont peut-être donner des bonus. On va également... on va être obligé de sacrifier des points de pouvoir pour avoir accès à d'autres comment dire, je dirais presque, c'est pas le terme, d'autres bénédictions de votre déesse. Et en fait, vous allez devoir effectivement dépenser des points de rune quand vous utilisez la magie runique. La magie runique est certainement pour moi en fait, c'est pas tout à fait là. En termes de puissance pure, c'est la magie d'esprit qui est plus puissante, mais elle est beaucoup plus courte. Mais celle-là, la magie runique, c'est celle qui est inspirée directement des divinités. Alors, comme je disais, vous avez des points runiques que vous allez dépenser et pour créer vos sorts. Hein, enfin, pour créer, vous avez des sorts définis. Vous allez pouvoir mettre plus ou moins de points de pouvoir, enfin pas de pouvoir, de points runiques dedans pour augmenter leur puissance, leurs effets. Et comment on regagne ces points de runiques qu'on a dépensés? Oh, bah là, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait? On dort, hein, on se repose. Hein. Ah non. On dort pas.
En fait, ça, c'est dans Donjon qu'on dort et qu'on récupère les sorts. Là, non, 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 non. Là, vous êtes obligé, votre personnage va être obligé de participer au culte, de participer de faire des offrandes. C'est pas simplement, euh, non, c'est pas juste un terme. Il va vraiment falloir qu'il le fasse. Il y a des jours, par exemple, il y a des jours saints dans l'année, jours différents d'ailleurs pour chaque divinité, on va avoir des mois saints, etc., etc., qui vont, il va falloir respecter tout ça, aller faire des offrandes, aller, comment dire, glorifier votre Dieu, et en échange, vous allez regagner effectivement vos points de runes qui vont vous permettre de faire manifester en fait la volonté de votre Dieu, de votre déesse sur le monde. Donc en fait, moi j'aime beaucoup cette relation culte magie runique. Pourquoi? Parce que là, on s'aperçoit que ce n'est pas simplement une liste de sorts avec ping, je balance un truc. Non, non. Là, vous avez quand même ce lien avec les dieux et les déesses qui est vraiment très important et très fort. D'ailleurs, en fait, tous les peuples de Prax, par exemple, ont leurs coutumes, les peuples de Tarche ont leurs coutumes, etc., etc. Et ça, c'est très, très développé dans RunQuest Gloranta. Enfin, dans Gloranta, parce que dans RunQuest Gloranta, il y a peut-être justement ce petit manque en fait de profondeur de description de l'or, dans le livre de base en tout cas, hein, qui permet peut-être pas éventuellement d'appréhender toute l'immensité de la chose. Alors, ça, c'est pour la magie runique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors bien sûr, vous allez participer aux cérémonies, vous allez peut-être même pouvoir devenir un seigneur runique, vous allez pouvoir devenir prêtre, maître des runes, ce que je vous dis, seigneur runique, c'est à la fin. Vous allez pouvoir peut-être même appeler votre divinité pour qu'elle intervienne en votre faveur. Euh, voilà, donc c'est pas une vague entité comme une autre, le dieu, le dieu que vous vénérez, il est vraiment là et il doit être là. Pour moi, il faut que le maître de jeu l'intègre dans ses parties, que les dieux sont vraiment là. C'est pas simplement un vague truc où on va mettre 2 bougies dans un temple et puis basta. Donc ça, c'est vachement bien, je trouve. Alors là, un petit survol en fait des cultes tels qu'ils sont présentés dans le livre de base. Hein, vous voyez, on a ouais, Argan Argar, Buster Gore, Shalana Haroy. Vous avez en fait tous ces cultes et à chaque fois, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les jours saints, comme je vous disais. Hein, voilà. Vous avez un initié, ce qu'il doit accomplir, parce qu'en fait, vous allez il y a des maîtres de jeu extraordinaires qui vont vous faire passer en fait les rites d'initiation de chaque culte, et ça fait partie quand même un peu de la légende de RunQuest, hein, ça fait partie de la beauté de RunQuest, je veux dire, tous ces cultes qui doivent être beaucoup plus présents en fait que dans beaucoup d'autres jeux, avec voilà, hein, vous avez Ernalda qui est la mère de la vie. Hein, vous avez sa représentation ici, comme je disais, avec ces représentations qui sont quand même très chouettes et qui ne sont pas en fait issues de choses qu'on peut vraiment connaître. Enfin bon, voilà, donc ça donne vraiment oui, Urmal, vous avez quoi? Vous avez, qu'est-ce que vous avez? Là, vous avez Humac, hein, Humac qui est un peu qui est le dieu de la mort et de la guerre. Hein. Vous aurez beaucoup de joueurs qui vont l'adorer, hein, celui-là. Hein. Donc vous avez tous ces cultes, effectivement, avec, comme je disais, à chaque fois les jours saints, qu'est-ce qu'il faut pour devenir initié, pour venir la magie runique associée, les God Talkers, les sages, donc les runes préestes, hein, les prêtres runiques, et enfin les cultes associés. Donc vous avez tout ça, vous voyez, on en a quand même un petit paquet. Hein, les sept mers, Stormbull, Yelm, le fameux Yelm, hein, si vous savez, à RunQuest, tout le monde connaît Yelm, Yelmalio, etc., etc., avec une table, effectivement, de la compatibilité entre les cultes. Voilà, donc tout ça, vous avez quand même, effectivement, au niveau des cultes, pas mal de développement. Après, mais c'est là ils vont faire très fort Chaosium, mais j'en parlerai dans le reste de la gamme, parce que de base, en fait, vous avez qu'une petite description, mais on est dans un livre de base aussi, il faut peut-être
peut-être ne pas trop lui en demander, et ce qui est là est déjà très très bien. Alors, je me suis étendu un peu sur la magie runique, mais il y a deux autres formes de magie, en fait, dans RunQuest. On a la magie des esprits. Alors, la magie des esprits, elle va être prise, elle va être transmise, en fait, par les seigneurs runiques des cultes, mais également par les chamans. Hein. La magie runique, enfin, la magie runique, n'importe quoi, Fred, la magie des esprits, en fait, c'est une magie où le lanceur va se concentrer sur les esprits environnants et altérer avec eux le courant d'énergie spirituelle pour pouvoir enfin créer un effet magique. C'est une magie, en fait, on l'appelle également magie de combat, hein, parce que c'est vraiment une magie plus ou moins instantanée. D'ailleurs, en fait, je ne vous ai pas parlé, mais il y a dans les règles, en fait, sur la magie, alors je ne sais plus si c'est sur la magie runique, il y a des règles pour les rituels. Et vous avez des rituels qui peuvent durer une année entière. Hein. Donc, c'est pris en compte, vous voyez, c'est quand même... Enfin bon, moi, j'aime beaucoup ce monde magique qu'est Glorantha. Bref, je digresse, je suis plus mon plan, je fais n'importe quoi. Mais enfin, en tout cas, sur la magie des esprits, effectivement, donc se concentrer sur les esprits pour altérer, en fait, les courants magiques, produire un effet. Alors là, ça va drainer des points de pouvoir. Hein, ça représente la volonté, en fait, de modifier la réalité avec sa force de volonté. Par contre, là, vous allez pouvoir regagner effectivement vos points de pouvoir beaucoup plus facilement que la magie runique. Hein. Là, on n'est pas au niveau de la vénération d'un dieu ou d'une déesse. Alors, sachez voir que la magie runique est très puissante. Fred, que la magie des esprits est très puissante, mais en fait, elle a des effets relativement très court. C'est pour ça qu'on l'appelle également magie de bataille. Et enfin, nous avons une troisième forme de magie, qui est la sorcellerie. Alors, dans le livre de base, elle n'est pas très détaillée. On nous dit que... on vous montre qu'un aperçu, qu'elle sera développée dans un autre supplément. À savoir que ce n'est pas le livre rouge de la magie, il n'y a pas de sorcellerie dedans. On attend toujours ce supplément, alors je me dis que peut-être dans les suppléments qui vont arriver, dans The Lunar Way, on pourrait dire la voie des lunars, qui est sur en fait toute la mythologie lunar et donc de la déesse rouge, peut-être qu'on aura quelque chose de la sorcellerie. Parce qu'en fait, contrairement aux autres, à la magie runique, en fait, la sorcellerie n'est pas vraiment quelque chose d'inné. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde a accès à la magie runique, par exemple. Pas la sorcellerie. La sorcellerie, elle doit être apprise, en fait, en général par des adeptes de l'Angkor-Mai, hein, dans des écoles de sorcellerie lunar. Elle est basée sur l'intelligence, elle n'est pas basée sur le pouvoir. En fait, un sorcier lunar, par exemple, ne va pas... il n'a pas d'affinité avec les runes. Il va les séparer. Il va séparer une rune de forme, une rune de pouvoir. Et avec ça, il va mélanger et des runes élémentaires aussi. Il va pouvoir, en les combinant, en fait, en les séparant, en les combinant, faire provoquer en fait des effets. Et il va pouvoir varier la portée, la puissance, etc., etc. Donc en fait, la sorcellerie est vraiment quelque chose de lié à l'Empire lunar, et quelque chose de complètement à part des deux autres formes de magie qui existent dans Glorantha. Alors, l'univers de Glorantha, hein, pour moi, je l'ai déjà dit, vous l'avez dû ressentir un peu dans cette vidéo, pour moi, c'est le chef-d'œuvre de M. Stafford. Glorantha est un monde gigantesque, un monde avec ses coutumes, un monde avec son histoire, mais beaucoup plus fouillé que n'importe quel autre monde que j'ai pu découvrir en fait avec le jeu de rôle. On est au niveau d'un... allez, osons. On est au niveau d'un Tolkien, hein, on est au niveau des terres du milieu. C'est vraiment un superbe monde. Alors, si on revient au livre de base, là par contre, je trouve que à ce niveau-là, on n'a quand même pas grand-chose. Déjà, c'est limité à la passe du dragon, pourquoi pas. Mais même au sein de la passe du dragon,
on n'a pas les relations politiques, on n'a pas vraiment les descriptions, on n'a pas les... C'est très très succinct. Et pour moi, si vous prenez que le livre de base, vous allez pouvoir jouer à RunQuest, hein, à RunQuest Gloranta, il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, vous avez tellement survolé le monde que vous allez surtout jouer à un médiéval fantastique comme un autre. Et Gloranta, c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. C'est un énorme avantage d'avoir un monde fouillé comme cela. C'est un inconvénient, mais ça, j'en parlerai dans ma conclusion. Mais tout simplement pour vous dire que il faut que je passe un peu au reste de la gamme, parce que si vous voulez jouer dans Gloranta, vous êtes obligé d'avoir certains éléments qui ne sont pas dans le livre de base et qui sont sortis effectivement à côté. Alors, le supplément absolument indispensable, mais vraiment indispensable si vous voulez jouer dans Gloranta, c'est le sourcebook. Le Gloranta Sourcebook, en fait, va vous donner toutes les clés qui ne sont pas dans le livre de base pour jouer dans le monde de Gloranta. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'y a absolument aucune règle dedans, ce n'est que du lore. Je vais vous faire un petit survol très rapide pour vous montrer un peu le contenu. Alors, le sourcebook. Le sourcebook, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Alors, on va trouver un tas de trucs, oui, parce que là, vous allez trouver l'histoire de la passe du dragon. Vous allez trouver les races anciennes, car effectivement, ce que je vais reprocher quand même à RunQuest de base, c'est qu'il n'y a pas de Dragonute, il n'y a pas de Mostali, il n'y a pas tous ces races iconiques de RunQuest. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très dommage. Même dans le tout premier qui était là, on les avait dedans. Hein. Là, on les a pas. Ça me gêne quand même un peu qu'on n'ait pas ça à la base. Vous allez avoir la théogonie, donc en fait tous les dieux, en fait, hein, vous voyez, on va vous parler des dieux, on va vous parler en fait des lunars, on va vous parler de l'histoire de l'empire lunar, de la magie du Gloranta, on va développer cela, on va, vous voyez, la relation entre les dieux et les mortels. Donc là, vous avez effectivement, voilà ce que je vous disais à un moment donné, le monde de Gloranta, c'est un monde magique. Alors, le platiste du fond, non, tu peux sortir, hein, c'est un monde fantastique, hein, c'est pas la vraie vie. C'est une terre plate, un Gloranta, mais au sein d'une bulle magique, en fait. Hein. Là, nous avons le soleil qui tourne autour de qui va dans le royaume des ombres, puis revenir, etc., ou dans le royaume des vivants. Donc, c'est vraiment un monde magique. Donc là, vous voyez, le Mountain World, ouais, vous avez Ganartella. Ganartella, c'est une carte, effectivement, sur toute la passe du dragon, mais on l'avait déjà, comme je vous ai montré dans l'autre. L'histoire de la passe du dragon, avec cette vue qui est fantastique, parce que là, vous avez des places iconiques de Gloranta. Bon, je vais pas vous rentrer dans le détail exact, mais vous voyez, vous avez tout le détail, Oltarch, machin, les reines, je me perds un peu dans ce que je voulais vous dire. En fait, toutes les dynasties, vous voyez, la dynastie sartaride qui est ici. Donc, en fait, la chute de Boldom, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on vous en parle. Là, comme ça, vous avez les références, et vous le savez. Et pour moi, ce sourcebook est quasiment une obligation. Pour moi, si vous voulez jouer dans RunQuest, il faut absolument le sourcebook de Gloranta. C'est indispensable. Si on continue la gamme, qui a été également, donc le sourcebook, lui, a été traduit en français, le bestiaire a également été traduit en français, et le bestiaire est je ne vais pas dire quasiment obligatoire, mais presque. Pourquoi? Oui, si en fait il est obligatoire. Je veux dire pourquoi? Parce qu'en fait, dans le livre de base de RunQuest, on n'a pas l'ombre du poil de cul d'un bestiaire. Rien, que dalle, même pas rien, il n'y en a pas. Et ça, pareil, j'ai un peu de mal là-dessus. Ça aurait été bien là, bon, peut-être que là, du coup, on avait un énorme bouquin. Toujours est-il que là, maintenant, donc le bestiaire a été édité, effectivement, traduit, et absolument, là, vous allez trouver, effectivement, vous voyez, les Aldriami. On n'en parle pas du tout, effectivement, dans le livre de base, là, mais par contre, vous l'avez ici. Vous avez, donc, vous voyez, les Dryades, les elfes.
hein, ce qu'on ne voit absolument pas dans le livre de base. Vous avez, et c'est pas des ajouts pour faire plaisir en fait comment dire, à d'autres joueurs de d'autres mondes. Ils ont toujours été là, hein, dans les voilà. Vous avez vous avez leur culte particulier, mais vous avez les hommes bêtes, hein, les hommes bêtes, ça aussi c'est les Dragonewts. Alors les Dragonewts c'est du glorantien pur jus, hein, ça date du début. D'ailleurs en fait je me demande si en réfléchissant, du coup en voyant ça, je me demande si en fait Donjon, quand il a fait la race des comment ils s'appellent les hommes dragons dans Donjon, putain, je sais même plus, putain. Les Dragonborn. Eh ben, je pense qu'en fait, ça a été beaucoup adapté, inspiré par les Dragonewts. Hein. Hein, ouais, vous voyez, les Dragonewts, ils ne dépareilleraient pas. Voilà, vous avez donc, à chaque fois, vous avez donc les géants. Enfin, bon, je ne vais pas vous faire tout le bouquin, mais là, vous avez un vrai... alors, vous avez les nains. Alors, les nains, c'est pas les nains de la plupart des jeux d'Heroic Fantasy. Hein. Les nains, ils sont assez particuliers dans le monde les bros. Très important, les bros. Hein. C'est des créatures du chaos. Hein. Pareil, donc tout ça, j'aurais bien aimé le voir dans le bouquin de base, parce que tout ça, c'est vraiment des créatures absolument essentielles à Gloranta et qui sont vraiment dans le lore, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc... voilà. Autrement, c'est un bestiaire, hein, mais à mon avis indispensable justement pour avoir les créatures particulières de Gloranta. Donc voilà, ça c'est pour le bestiaire. Alors au niveau de la gamme, on a également qui vient, je crois que c'est sorti il n'y a pas très longtemps en français. En fait, c'est le livre rouge de la magie. Alors, le livre rouge de la magie, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, hein, je vais être un peu caricatural, mais on n'est quand même pas très loin de ça. C'est un compendium, en fait, de la magie runique et de la magie des esprits. Donc, on va reprendre, vous voyez, en fait, grosso modo, c'est une liste de sorts, hein, si vous voulez. Donc, voilà. Et ça, vous en avez pendant des pages, des pages et des pages et des pages. C'est une liste de sorts. Tout ça, c'est de la magie runique, et je crois qu'à la fin, j'espère, je ne sais plus, oui, vous avez un peu de magie des esprits, mais effectivement, la plupart du bouquin, c'est sur la magie runique, qui augmente effectivement le nombre de sorts du livre de base, mais là, moi, je dirais que c'est plus dispensable, hein. Ce n'est pas une obligation, on est vraiment dans du catalogue, hein, du catalogue de sorts. Voilà, donc ça c'est pour le livre rouge de la magie. Je ne vais pas m'attarder dessus plus longtemps. Vous aurez compris, on est dans le catalogue de sortilèges. Je continue la gamme avec un ouvrage également qui a été traduit en français, qui est le Game Master Screen. Et d'ailleurs, en fait, c'est cet ouvrage-là, enfin, ce pack là, parce que ce n'est pas un bouquin, hein, vous avez l'écran, etc. Je vais vous montrer. Hein. C'est ce pack-là qui m'a fait choisir d'acheter la VO. Ça y est, Fred, je le savais. C'est parce qu'en français, ça s'appelle le guide de la meneuse et ça te défrise. Non, enfin non, pas complètement. En tout cas, c'est pas la raison principale. Le Game Master Pack a en VO quelque chose que la VF n'a pas. Si je me souviens bien, c'est au niveau de l'écran. Au niveau de l'écran, l'écran en fait, d'ailleurs en fait, qui est absolument magnifique, l'écran est présenté dans ce sens-là. En VF, il est présenté, en VO, il est présenté comme ceci. Savoir que l'écran, c'est le mur, en fait, le mur des dieux. Et le dessin a été prévu pour être imprimé et monté dans ce sens-là. Parce que là, on a tout cet effet de perspective qui est vraiment superbe. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et par contre, le mettre dans l'autre sens, alors je ne peux pas vous le mettre dans l'autre sens, mais vous le mettre dans l'autre sens, pour moi, la perspective est écrasée et ça gâche absolument tout
tout l'écran, enfin, bon, tout le boulot qui a été fait. Et ça, je trouve ça dans la version française, ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça, j'aime pas. Par contre, qu'est-ce qu'on a dedans? Je vais vous montrer le reste hein, quand même, parce que dedans, le reste est vraiment très chouette. Ouais, vous avez le calendrier Glorantin, si vous voulez le mettre dans votre cuisine. Hein, voilà, je crois que je le filme, hein, oui, je dois le filmer. Voilà, donc avec des illustrations superbes. Hein, donc le calendrier de Glorantin, hein, ou alors vous l'imprimez, puis vous faites le tour des maisons, et puis vous essayez de le vendre au mois de décembre. Vous avez des aventures, hein, dont je vous avoue que voilà, je les ai pas vraiment lues toutes. Donc vous avez quand même un gros paquet d'aventures, et ça c'est chouette. Vous avez les superbes cartes. Alors j'en avais à côté hein, d'Olivier Sanfilippo, qui sont vraiment très chouettes. Hein, vous voyez, c'est du beau boulot, vraiment du beau boulot. Là, vous avez donc des trucs de référence et vous avez ces feuilles de personnages. Vous voyez, vous avez deux blocs de feuilles de perso. Je pense qu'on les voit toutes les deux. Je vérifie quand même ma cam. Ouais, on les voit bien. Donc ça, c'est plutôt la feuille classique. Et là, vous avez une feuille beaucoup plus colorée. Moi, j'aime beaucoup. Hein, ça ressemble un peu à celle qu'on avait dans le Conan de 2D20. Alors, pour certains, ça va paraître un peu chargé, mais moi, je trouve que ça a de la gueule, quoi. Et moi, j'aime bien quand un jeu a de la gueule. Voilà. Après, vous avez des fiches de référence, NPC. Quelques cartes encore. Enfin bref, il y a quand même du matos hein, dans ce Game Master Pack, ou ce guide de la meneuse. Voilà. Donc, ça, c'est les clans de Colimar, par exemple. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Vous avez un peu le. Alors, ce que je dirais quand même, c'est que les fiches de personnages, par contre, ils se sont pas trop emmerdés. Il n'y en a qu'une. Et en fait, vous les photocopierez. Hein. On n'a pas de bloc là, on n'a pas de bloc de personnages. Voilà, en fait, pour le Game Master Screen. Alors, et le pack pour le maître de jeu ou la meneuse. D'ailleurs, en fait, meneuse, pourquoi pas appeler ça arbitre, en fait. Hein, comme ça, il y aurait de problème avec personne. Enfin, bon, je dis ça, je dis rien. Bon, bref, voilà. Ça, c'est pour tout ce qu'on peut trouver. Alors là, on peut trouver autre chose en français, d'ailleurs. Parce qu'en français, on a ceci, que vous trouverez sur DriveThru, qui est en version print à la demande, qui est en français, qui est le guide pratique de Glamour. Alors, Glamour, qu'est-ce que c'est? C'est la capitale, en fait, de l'Empire lunar. Vous voyez, ça, c'est l'empereur. Elvis n'est pas mort. Donc ça, c'est vous avez tout le guide de Glamour, en fait, de la capitale de l'Empire lunar. Et ça aussi, ça c'est du chouette boulot. Hein. Vous avez un tas de trucs, hein, le Johnston Compendium sur DriveThru propose énormément de... C'est un peu le Dames Guilds de Donjon. Énormément d'ouvrages, en fait, sur RunQuest. Celui-là a été traduit, je crois que c'est le seul qui a été traduit, hein, de mémoire. Mais en tout cas, si vous pouvez vous le fournir, enfin vous le procurer, n'hésitez pas, c'est vraiment du super boulot, même si c'est pas dans la gamme, entre guillemets, officielle. Vraiment du super boulot. Donc au niveau gamme, si vous commencez dans RunQuest, pour moi, il faut prendre le pack là. Le pack, vous avez le livre de base, vous avez le bestiaire, et vous avez le pack, ou le pack de la meneuse, ou le guide de la meneuse, je ne sais plus comment il s'appelle en français, donc ou alors le Game Screen Master Pack en VO, et c'est absolument pour moi tout à fait indispensable. Et à côté, si vous voulez vraiment jouer dans Gloranta, il faut absolument prendre le sourcebook. J'insiste lourdement, mais le sourcebook, c'est ce qui va vous faire rentrer dans Gloranta. Dans le monde, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est, on va dire, la base de RunQuest. Alors, en sachant que de la gamme, elle n'est pas terminée, loin de là, parce que Chaosium nous a annoncé, effectivement, il y a peu, et d'ailleurs, les premiers bouquins vont sortir, là, à partir du mois de juillet, j'attends ça avec impatience.
on va avoir un bouquin, en gros, par, alors, je vais pas dire par culte, hein, vous avez par groupe de dieux. euh, et là, il y a 9 bouquins qui vont sortir, en fait, sur 2023-2024, ce qui va encore emmener Gloranta et RunQuest encore à un niveau supérieur. Là, on va avoir un truc fantastique, hein, il faut être très clair. Alors, maintenant, autre chose. Alors, autre chose, c'est ça. Si vous ne connaissez pas ça. Alors, le problème, c'est qu'il faut parler absolument, il faut absolument le lire en anglais. Ce ne sera jamais traduit. Mais je vais vous montrer ça. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement... C'est le guide de Gloranta et c'est tout simplement un ouvrage euh, fantastique et le mot est faible. Alors là, je vais vous parler un peu du... Mais alors, rapidement, le guide de Gloranta qui est en 2 volumes. 2 volumes, alors, sont à peu près d'épaisseur égale. Le premier volume fait... Non, en tout, il y a 780 pages. Hein. Dans un papier, alors là, c'est du glacé, mais c'est luxueux. Un format fantastique. Vous avez, en gros, tout. Mais tout tout Gloranta, que ça soit Guénertella, Parmartella, tout, partout. Vous avez tout. Hein, parce que donc, avec toujours CD, vous avez en fait, qu'est-ce que c'est le guide de Gloranta? Le guide de Gloranta, c'est une encyclopédie. Mais c'est pas une encyclopédie dans le sens, je sais pas, dans le sens des royaumes oubliés. Non, non. Vous le lisez comme une encyclopédie qui parle de civilisation qui existe. C'est une étude. Enfin, moi, je trouve ça vraiment, vous voyez, là, vous avez un peu la... C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est un boulot extraordinaire. Ça a été annoncé, hein, déjà, ça ne sera jamais traduit, alors que ça coûterait trop cher pour traduire les 2 ouvrages. Hein. Vous avez les 2 ouvrages. Le deuxième, c'est celui-ci. Enfin, ou inversement, peu importe. Vous voyez, vous avez, au-delà du monde, vous avez... Moi, je dis que dans au niveau des jeux de rôle, je pense que c'est ce qui s'est fait de mieux au niveau encyclopédie pour un monde de jeux de rôle. C'est au-delà de tout ce que j'ai vu ailleurs. Donc en tout cas, pour aller plus loin, mais vraiment plus loin, et si vous parlez anglais, n'hésitez pas un instant, parce que c'est extraordinaire, hein. C'est vraiment extraordinaire, magnifique. Alors ma conclusion sur Gloranta, vous aurez compris que le monde pour moi est un monde vraiment extraordinaire. C'est le chef-d'œuvre d'une vie, c'est le chef-d'œuvre de Monsieur Stafford. Hein, alors je vous parle de Gloranta. Pourquoi? Parce que j'ai quand même... Ah oui, avant de dire des choses, des choses qui sont pas tout à fait gentilles, je vais dire tout le bien que je pense quand même de cette édition. L'édition de RunQuest Gloranta est certainement c'est la plus belle, celle qui vous plonge le plus dans le monde, de par ses illustrations, de par l'ambiance qui se dégage du livre de base. Par contre, effectivement, mon bémol, c'est le système BRP. C'est pas le système BRP en fait, c'est le système BRP de RunQuest qui est vraiment lourd pour moi sur les combats. C'est trop lourd, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Enfin, on peut y jouer, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai déjà joué très souvent à RunQuest. En jeu, ça joue, il n'y a pas de problème. Mais franchement, il y a un peu beaucoup de jet de dés et quand les pourcentages deviennent très élevés, les combats peuvent durer très longtemps. Donc ça, c'est un peu pour mon bémol en fait au niveau du système. Au niveau du monde, le monde est tellement énorme, tellement intimidant que ça peut être un frein en fait au maître de jeu et aux joueurs. Alors je vais parler des joueurs parce qu'en général dans les jeux de rôle, celui qui s'investit en fait dans le jeu, dans le monde, ça va être le maître de jeu. Et en général ça suffit parce que les mondes peuvent être compliqués, enfin peuvent être complexes, mais là telle masse d'informations, les coutumes qui existent à droite, à gauche, tout ça fait que pour moi l'implication des joueurs quand ils jouent à RunQuest doit être égale à celle du maître de jeu. Si ça ne se fait pas,
les joueurs, enfin, il va y avoir un petit truc qui va manquer. Et je trouve que justement, ce petit truc qui va manquer, c'est vraiment, vraiment dommage pour un monde comme celui de Laurenta. Donc ça va être un peu, mais ça c'est un peu le système, c'est un peu le problème des jeux de rôle à gros background, hein. Et on l'a effectivement dans RuneQuest à ce niveau-là. Donc pour moi, le bémol, c'est que ça demande énormément, énormément d'investissement. Le bémol aussi au niveau du bouquin, comme je vous ai dit, le sourcebook est obligatoire. Ça, c'est un fait si vous voulez jouer dans le monde de Stafford. Le sourcebook est obligatoire. Le bestiaire, il n'y a vraiment aucun bestiaire dedans. C'est pareil. Ça me dérange. Ça me dérange. J'aurais aimé avoir 2, 3 bestioles un peu iconiques de RunQuest. Et là, on n'en a pas. Il est dans le bestiaire, hein, mais voilà, ce qui vous oblige, effectivement, il faut le savoir, ça vous oblige à acheter le bestiaire et effectivement le sourcebook pour vraiment être ancré dans Gloranta. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? L'intégration, malgré qu'il n'y ait pas de lore, comme je l'ai dit, très détaillé, l'intégration des personnages est quand même super bien foutue. Avec cette histoire de background, avec cette histoire d'histoire de famille, avec les passions, avec les liens avec les runes, tout ça, alors que dans les autres éditions, dans mon souvenir, les runes étaient un peu comme là pour faire du décorum, mais là c'est vraiment, vraiment, vraiment ancré dans votre personnage, c'est dans leur ADN, et ça c'est vraiment très chouette, c'est quelque chose de très bien ça. Donc voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, voilà. C'est à peu près tout. Donc en fait, c'était un peu ma présentation de RunQuest. Vu l'énormité de la chose, je pense qu'à certains moments, je suis parti un peu dans tous les sens. J'espère que ce sera compréhensible. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, bah, un petit pouce, un petit like, une petite cloche, un petit abonnement. Et moi, je serai vachement content. Donc merci à toutes et à tous. Bon jeu et à bientôt.